Salut les devins, c'est Saikyo. À l'heure où mes reviews des 2 derniers épisodes de la première saison du premier cours de Bleach et Guerre sanglante millénaire se sont perdus dans les méandres du Dangai, me voici de retour avec un Reiatsu imperceptible tellement il est élevé pour démarrer sous de bonnes augures avec le premier épisode de la saison 2. Alors je vous le dis direct, c'était une préoccupation au moment de la première saison, c'est d'ailleurs en grande partie ce qui a causé l'absence de review des 2 derniers épisodes, à savoir que même si j'ai eu un authentique plaisir à couvrir la quasi-intégralité de la première saison, je n'étais pas à l'aise avec le format que je vous avais proposé. Et sachez qu'à l'heure actuelle, la review d'ailleurs du jour n'a absolument pas l'étoffe de ce que je souhaite vous proposer, ni de ceux qui pourraient me rendre à l'aise. Alors certes, elle sera peut-être plus personnelle que la saison précédente, rendra peut-être un petit peu moins par la main le grand public. J'espère évidemment que ce format de review va aboutir, va évoluer un petit peu comme Aizen avec le Hogyoku, au gré d'un format qui va être de plus en plus pertinent, mais j'ai réellement besoin de me trouver sur ces vidéos-là. J'ai fait une partie du chemin, mais pas encore tout, notamment en matière de valeur ajoutée et d'identification du format. Et d'ailleurs, cette première review a failli connaître le même sort que les 2 derniers de la première saison parce que j'étais réellement dans l'hésitation, ce qui m'a poussé à vous la proposer. Ce n'est de toute évidence pas les vues que feront cette vidéo-là, car vous savez que mes contenus Bleach, en particulier review, génèrent pour l'instant une attractivité absolument résiduelle. Mais si je vous en parle, c'est parce que tout au long de la dernière saison, y compris dans ces 2 derniers épisodes que je n'ai pas couverts, j'ai adoré ce début de Guerre sanglante millénaire, mais à chaque épisode, je l'ai dit, et à chaque épisode, je recevais des commentaires me disant que j'étais un rageux ou autre. Pourtant, j'ai tenté de l'expliquer avec le maximum de nuances possibles, que je ne m'y retrouvais pas à 100%. Je m'y retrouvais sûrement à plus de 90%, mais il y avait ce petit 10% qui me manquait. Ce truc, cet élément indescriptible, inqualifiable, qui fait que Bleach était là. Bleach était de retour dans son essence pure. Et modernisé bien évidemment à la sauce 2022 et cette fois-ci 2023 pour cette partie 2. Et bien si je me suis emparé de mon micro tel un Zanpakuto prêt pour sa libération, c'est parce que cet épisode 1 m'a enfin, je suis en mesure de le dire, donné tout ce que je pouvais attendre d'un épisode de Bleach. Un épisode de Bleach de pure qualité. J'ose le dire et je pèse mes mots, ce premier épisode, malgré le manque d'action etc. qu'il peut y avoir à l'intérieur, est infiniment plus Bleach dans son essence que ne l'était toute la première partie. La qualité de cette adaptation est à un tout autre niveau. La réalisation au sens cinématographique du terme est 5 étoiles. La bande-son l'est tout autant. Et d'ailleurs toutes les nouvelles voix, notamment côté Sternritter, certaines qui sont loufoques mais elles collent bien au personnage. Les rôles sont pris à cœur, les enregistrements sont de qualité. Côté musical, on peut avoir des remixes finement sentis d'anciens éléments de la bande-son de Bleach, de l'anime originel, tout comme de nouvelles créations qui pour l'épisode 1 forment un accompagnement plus que consistant. Alors attention, point majeur, je trouve toujours que l'on manque aussi bien dans la partie 1 que dans ce premier épisode de thèmes mémorables. Alors oui, il y a bien 1 ou 2 sons qui ont été utilisés à plusieurs reprises qui à force nous sont rentrés dans la tête, en particulier lors des batailles face à des Quincy de haut rang, mais malgré toute la magnificence de cet épisode 1 de la saison 2, à quel point il a pu me marquer, musicalement, même si on a placé la barre très très haute, le côté bande-son mémorable n'est toujours pas, selon moi, arrivé dans l'anime Bleach. Et pour preuve, même les plus férus de Bleach partageaient certains sons et séquences lors de la saison 1, mais dans les mois qui ont succédé à sa fin et qui ont précédé le début de la partie 2, je n'ai plus du tout vu cela. Alors qu'il y a pas mal d'autres animés pour lesquels on entend les fans se partager les sons parce qu'ils les ont réellement touchés au plus profond de leur cœur. Et ça manque. C'est utile à toute œuvre au final, qu'il soit audiovisuel. Et j'espère que Bleach va arriver à s'en munir très rapidement car l'anime original l'a fait avec brio. Alors cet épisode va commencer avec une armada de spermatozoïdes cosmiques dont je tairai l'origine pour le moment pour éviter d'être dans une situation de spoil, même si pour moi ça n'en est pas, mais pour éviter de déranger en tout cas ceux qui n'auraient pas lu le manga. On voit qu'ils sont extrêmement féconds au point de donner naissance à un être purement maléfique. C'est d'ailleurs assez intéressant, et on en reparlera plus tard quand plus d'éléments nous seront fournis, de voir la représentation de la mère de l'empereur Quincy qui a plutôt l'air angélique, un peu comme si c'était elle qui avait insufflé au Quincy les capacités, les pouvoirs et leur dénomination qui se rapprochent très souvent du divin. On en avait traité de cela lors de la saison 1, et ça sera intéressant de se le demander le jour venu lorsque cela sera révélé, si au final la part maléfique de Yhwach
ne provient pas de son père, étrangement et paradoxalement lorsque vous en apprendrez plus sur celui-ci. En tout cas, je suis très heureux de cette représentation de sa maman, mais je crains que l'on reste sur notre faim, à savoir de ne pas en découvrir plus sur elle, ce qui serait dommage et dommageable pour l'œuvre. J'ai sincèrement adoré le côté horrifique de l'épisode, car après tout, même si Bleach est un shonen neketsu assez motivant, haut en couleur et j'en passe, que l'on peut facilement mettre et ranger dans la catégorie des Dragon Ball, des Naruto, des Fairy Tail, des One Piece, vous voyez cette case assez classique, eh bien il aurait pu tout à fait être, du début à la fin, un manga purement horrifique. Alors certes, il n'aurait pas touché le grand public, il aurait certainement été de niche, mais cet épisode-là en est la démonstration. Alors on flirte et on effleure l'horrifique ici, c'est vraiment très très soft. Mais c'est un début de preuve que cela aurait pu être possible. Cette mise en scène si somptueuse qui arrive à me faire oublier que certaines scènes majeures sont en 3D, et c'est assez fort, vient iconiser le méchant en tant que tel, le légitimer dans son rôle, nous faire comprendre à quel point il peut être une menace ultime au-delà de Aizen précédemment, et c'est dur à faire dans l'œuvre, ce qui m'amène à réagir également à la déstructuration et restructuration de l'œuvre fournie par cet épisode 1, qui va mélanger des passages allègrement, c'est allé piocher au moins jusqu'au chapitre 547 de mémoire, et ils ont osé proposer un réarrangement de l'ordre logique des choses proposé par Tite Kubo originellement. Alors oui, quelques scènes ont sauté, à mon sens elles avaient tout à fait leur place à la poubelle, c'était plutôt judicieux de les enlever de l'anime pour nous proposer cette réédition-là. Je me pose aussi bien par rapport à la fin de la saison 1 qu'à ses débuts de saison 2, beaucoup de questions par rapport au personnage de Senjumaru de la Division 0. Qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi est-ce que le personnage disparaît complètement des radars? Sa place était déjà assez mince originellement. Est-ce que la réduire encore plus est judicieux? Je ne pense pas. Et donc l'on se retrouve avec une introduction à la fois d'épisodes mais presque de personnages. Une saison après, c'est quand même assez culotté. On voit même l'évolution physique de Yojimbo avec un visuel qui nous rappelle énormément Zangetsu lorsqu'il était dans la force de l'âge. Ce mal pur qui s'éveille et qui s'émane de lui, mais avec ce regard aux couleurs bleutées de sa maman et qui va se transmettre dans ses mains noirâtres. Elles auront tout un cœur, un noyau bleuté, qui rappelle également la maman de Yojimbo, et donc le fondement et pilier du pouvoir de chaque Quincy jusqu'à maintenant. Un Quincy qui aura donc pour objectif, désormais, après ce millénaire, de conquérir et d'anéantir à la fois la Soul Society et le monde en 9 jours. C'est la fin de cette prophétie qui doit se réaliser, le plus gros du chemin a été parcouru, mais bien évidemment que va se dresser face à lui une Soul Society qui devrait rebondir sur ses pattes après la toute première invasion qui a été un pur succès du Vandenreich, mais non abouti, étant donné qu'ils ont dû battre malgré eux en retraite. Mais après tout, et après pure réflexion, selon le lore Quincy, le faire à ce moment-là n'aurait pas été pertinent vu qu'il fallait que la conquête du monde se fasse dans les 9 derniers jours. Passer l'opening, que j'ai trouvé très pertinent. Il me divisera ceux qui détestent, ceux qui adorent, j'ai croisé peu de monde entre deux. Personnellement, je fais partie de ceux qui l'adorent, je trouve qu'il apporte tout ce qu'un opening peut et doit nous apporter. Un vent de fraîcheur, peut-être même à contre-courant de la saison elle-même, plus tourné a priori vers l'horreur, et bien l'opening, lui, est beaucoup plus coloré, nous rappelle les premières vibes de Bleach de l'époque. Il est tellement bourré de références qu'une vidéo d'1 heure serait possible. Reprise des designs de Tite Kubo, notamment via le club Outside, son fan club semi-payant, semi-privé. Il y a un amour de Bleach qui se dégage de ce dernier. Alors oui, la musique avec cette voix un petit peu pop-rock nasillarde, mais passer la première écoute, lorsque l'on s'y fait, après tout, pourquoi pas? Une fois arrivé dans l'épisode, d'ailleurs un peu à l'image de la fin de l'opening qui va se structurer pièce par pièce à la façon d'un puzzle, l'épisode va se composer de la même sorte. Au global, si l'on dézoome, ça suit bien évidemment la trame originelle fournie par Tite Kubo. Mais au détail, plusieurs scènes de plusieurs chapitres vont être mixées, vont être changées en matière d'ordre chronologique, et ça forme un tout tellement cohérent. Associé aux quelques rajouts que l'épisode va proposer, une meilleure compréhension du moins pour le grand public du lien entre Ichigo et la Division 0. Là c'est acté clairement, Ichibe en tant qu'entraîneur personnel pour ce dernier, c'est à vrai dire ultra classique, mais c'est clair, net, précis et efficace. Une ambiance somptueuse au sein du repère des Quincy, quelques plans sur le visage de leur empereur qui m'ont l'air plutôt repris de la partie 1, mais on ne pourra pas leur en vouloir, ce qui m'amène d'ailleurs à parler de l'aspect statique que l'on pouvait reprocher dans la première saison. Cette fois-ci, dans ce premier épisode partie 2, je pense, à titre très personnel une fois de plus, que ce n'est pas possible de le reprocher. Oui, cet épisode est à la fois extrêmement beau visuellement, mais aussi très statique en matière d'animation. Mais là, ça se justifie par la proposition en elle-même de l'épisode. On est sur un épisode purement ambiance,
évidemment qui a son rôle introductif et de poser certaines bases à l'histoire de cette partie 2, mais en aucun cas cet épisode ne doit en mettre plein la vue sur des effets de vitesse ou quoi que ce soit. Alors oui, il est vrai que sur certains plans statiques, il y a des animés qui s'en sortent mieux, avec quelques effets de vent sur les vêtements, qui nous font comprendre que l'environnement, lui, ne cesse d'être en mouvement. C'est quelque chose qui ne peut pas se passer chez les Quincy, mais pourquoi pas à la Division 0, cet Ichibé qui reste absolument statique, aucun mouvement de corps ne peut être perçu. Il est évident que certains autres studios d'animation, un peu plus dans une vibe moderne, l'auraient dépeint autrement, avec un côté plus organique, plus réel. Mais au final, cet épisode numéro 1 prend le choix très assumé, avec beaucoup de fermeté, de rester dans les pas et surtout d'honorer ce que pouvait être le tout premier animé originel Bleach, avec une mise en scène qui certes peut paraître datée, mais qui a fait le succès de la formule originelle. Sauf qu'on ne nous prend pas pour des ânes. Visuellement, malgré toute la staticité de l'épisode, ça envoie. Les jeux de lumière, la réalisation, somptueuse une fois de plus. Chaque plan a l'air choisi et millimétré. Il y a réellement toute une expertise derrière la conception de cet épisode, une vision et une ambition. Elle se ressent de A à Z et c'est au final, à mon sens, ce qui devrait pouvoir ravir tout fan de Bleach. Et c'est sûrement là où je me sentais un petit peu déconcerté par rapport à la première saison, c'est qu'elle tentait, et on ne peut pas le lui reprocher non plus, d'aller dans d'autres sentiers un peu plus modernes, un peu plus ressemblants à ce que, entre guillemets, la concurrence contemporaine peut lui opposer. Là, non, Bleach est redevenu Bleach. Bien évidemment qu'ils s'adapteront aux standards et canons modernes lorsqu'il y aura de grosses scènes d'action, à n'en pas douter. Des scènes type Yamamoto face à Yojimbo, on va en avoir d'autres, c'est une certitude, quelque chose de plus fin, de plus moderne, de plus Sakuga dans l'esprit. Mais là, il fallait donner aux fans de Bleach du Bleach. Purement, simplement et totalement. C'était à mon sens le contrat tacite et il a été signé et surtout pleinement honoré. L'immersion au cœur des Quincy et surtout des Sternritter est prenante. Cette sensation pesante de l'empereur sur ses subordonnés fonctionne toujours aussi bien. La mise en avant du personnage de Ishida Uryu fonctionne avec quelques rajouts et questionnements vis-à-vis de sa maman, etc. Ce qui aboutira même au terme d'un rituel vampirique dans lequel Uryu va boire le sang du Quincy originel. De manière un peu plus triviale, on se rend compte que du côté de Urara, ça ne chôme pas non plus, accompagné de Chad, Inoue et d'autres personnes, dont un personnage qui est nettement plus teasé, voire teasé tout court comparé à la version manga. Il avait même exprimé un ou deux mots en mi ou fin de première saison. On le revoit encapuché ici. Une plus grosse emphase, et c'est aussi là que le jeu de puzzle se ressent, sera mise à la fois sur les Vizard et sur Ichigo. Vizard que j'ai adoré retrouver au final dans leur jus, avec des choix d'éclairage qui sont totalement adaptés, qui m'ont rappelé au final la période où Ichigo s'entraînait chez eux, etc. L'ambiance entre eux, le relationnel qui n'a pas été dénaturé, peut-être un peu cliché sur les bords, mais au final ça fonctionnait bien pour les réintroduire dans cette saison 2. Ichigo qui lui n'arrête pas de nous surprendre avec certaines nouveautés, au-delà de cette restructuration de l'œuvre en matière chronologique. On y aperçoit également un nouveau lieu d'entraînement dans lequel il va pouvoir s'immiscer sous l'autorisation du roi des esprits, via Ichibé en personne, c'est loin d'être rien. On pourrait y apercevoir une sorte de portail Tori, se traduisant littéralement par oiseau. Akira Toriyama possède donc le terme de oiseau au sein de son nom. Ce sont des portails que l'on trouve dans de nombreuses œuvres, mais en réalité dans le monde réel, qui sont disposés à l'entrée des sanctuaires Shinto. Le shintoïsme étant à la base, à la source d'énormément de références mythologiques et religieuses dans de nombreux mangas, Naruto y compris par exemple. Avec ce lieu très étrange et à la fois inspirant, il y aura peut-être quelques liens à faire avec l'arc en fer, peut-être que oui, peut-être que non, allez savoir. Et tandis que Yojimbo s'apprête à envahir et conquérir le monde en 9 jours, Ichigo, lui, doit trouver une voie, non pas pour se précipiter et défendre son monde, mais pour transcender l'état et le niveau d'un Shinigami. C'était au final déjà une préoccupation face à Aizen. Lui-même transcender le Shinigami, le Holo et tout ce que l'on veut, tandis que Ichigo avait fourni sa réponse post-entraînement d'Angai avec son père. Et la réponse de Ichigo était tellement différente de celle de Aizen que lui-même, qui a toujours un voire plusieurs plans sous la main, qui de surcroît se réalisent tous de A à Z, n'arrivait pas à lire clairement au travers de Ichigo et se fourvoyait d'étape en étape. C'est le Hogyoku qui finira par lâcher Aizen, car il était devenu à la fois à ses yeux inutile mais aussi irraisonnable. Et bien je trouve que l'on reprend un petit peu avec une sauce différente cette thématique-là, avec un aspect plus terrifiant sur ce qui pourrait en découler, avec ce Kyoraku Shensui qui va se poser des questions sur la réelle nature des ambitions de Ichibé, ce qui fait évidemment lieu de foreshadowing par rapport à certains éléments de l'arc ensuite, et qui fait écho également à la relation, je trouve,
Kyoraku Shunsui Ichibe que l'on a pu découvrir dans les divers romans. Alors c'est drôle parce qu'avant de reparler de Kyoraku, deux autres éléments majeurs vont se produire dans l'épisode, mais dites-moi si je me trompe, ils paraissent si petits à côté de tout le reste de l'épisode qu'ils ont l'air anecdotiques. La remise sur pied de Rukia et de Renji et évidemment celle de Byakuya Kuchiki. C'était en soi quelque chose d'absolument énorme pour tout fan de Bleach, mais l'épisode a tellement sublimé d'autres aspects qu'au terme de son visionnage, j'en oublierai presque que ces scènes ont eu lieu durant l'épisode. Il y en a une que je ne peux pas oublier et que j'ai trouvé un petit peu longue. C'était d'ailleurs, à mon sens, le point négatif, si je devais en citer un de l'épisode. Vous allez voir que ça ne vole pas bien haut et ce n'est pas bien grave. J'ai intimement trouvé que ça traînait en longueur au niveau de ce Kyoraku qui rend visite aux amis de Ichigo. Alors la scène est plus que nécessaire. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de la symbolique derrière, mais l'on a le capitaine, commandant en personne, qui vient sur Terre non pas pour casser la gueule à des holos, non pas pour régler une sorte d'affaire supradivine en ces lieux, mais pour se mettre au même niveau que eux, pour compatir dans une démarche purement empathique. Cet être, le Shinigami, dieu de la mort au sein de l'œuvre, il y a donc un aspect divin également chez Kyoraku Shunsui, a l'humilité de venir au même niveau de ces entités humaines qui pourraient lui apparaître comme des sous-êtres et au final pas du tout. Il sera d'ailleurs nommé comme capitaine de la Soul Society de la 8e division et il ne fera à aucun moment la correction en disant « Attention, je suis le capitaine commandant ». Il s'en fout complètement, ça lui passe au-dessus de la tête. Il n'est pas là pour flatter son ego. Malgré le fait qu'il les surplombe avec cette lumière divine derrière lui au plus haut sommet de ses marches, il n'est pas là en tant que divinité. Il est là qu'en tant qu'un être émotionnel qui a du cœur pour d'autres êtres qu'il considère comme ses égaux. Et en ça, même si Kyoraku Shunsui était un niveau de combat infiniment plus inférieur que Yamamoto ne l'était, on se rend compte à quel point au final il ne lui manque que ça. Car sur tous les autres aspects, il est soit le digne héritier de Yamamoto dans le bon sens du terme, ou bien il est celui qui arrive à lire et à corriger chacune des erreurs de son prédécesseur. Et cet élément que peu retiendront parmi les spectateurs de cet animé-là est pour moi un marqueur majeur au sein de l'écriture de ce personnage. De manière plus classique, mais terriblement typique et choquante pour les Shinigami au sein de l'œuvre, l'épisode va se terminer avec une scène tout aussi bien réalisée que son introduction. La 3D sera tout de même beaucoup plus visible à ce moment-là que dans les débuts, mais avec toujours un souci du détail sur la transition entre la 2D et la 3D pour que l'on soit tenu par la main au fil de l'épisode. Ok, on va nous donner de la 3D, ok, c'est pas ce qu'on préfère, ok, c'est peut-être ce qu'on déteste aussi, mais ils font le chemin avec nous, ils étaient peut-être obligés pour légitimer certaines phases d'implémenter certains éléments 3D, mais au moins on se sent pas lâché ou poussé d'en haut d'une falaise et débrouille-toi sans parachute pour atterrir sur tes deux pattes. Non, on est tenu, on nous donne les accessoires nécessaires pour se réceptionner arrivé au sol, et au final, la chute n'est pas si terrible que ça, et on a plutôt bien apprécié les sensations fortes durant le saut. C'est un peu ça qui se produit avec ce type d'introduction ou de conclusion d'épisode, voire même également en plein milieu. Lorsqu'il y a l'armée de Yojimbe, je soupçonne que celle-ci était représentée en 3D, tandis que les personnages principaux étaient en 2D. Il y a beaucoup de subtilités comme ça qui sont utilisées du début à la fin de l'épisode, c'était déjà le cas l'an dernier en saison 1. Et il ne me reste maintenant plus qu'à vous remercier et être dans la pure attente de l'épisode numéro 2. Je l'appelle épisode 1 ou épisode 2, mais d'ailleurs vous aurez remarqué que la numérotation officielle est dans la pure continuité. Nous avions clôturé sur le 13, nous en sommes désormais au 14, le prochain sera le 15. Et même si ça ne change pas grand-chose pour nous, ça démarque peut-être le fait qu'en interne, comme on en avait discuté au préalable durant certaines vidéos de news, il est plutôt question de séparation en forme de cours qu'en séparation saisonnière, même si au final pour nous c'est la même chose. On a une partie par saison, on attend à peu près un an entre le début de l'une et de l'autre, mais lorsqu'il y a formellement une nouvelle saison, normalement c'est saison 2, épisode 1. Là ce n'est pas le cas. Là ici, en interne, on raisonne plutôt comme si l'anime était purement fleuve, mais qu'on découpait sa production et sa diffusion en restant dans une continuité pure par rapport à la première saison. Malgré tout, ça n'a pas empêché certaines démarcations que j'ai tenté de détailler durant cette vidéo-là. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que la tournure supposée des épisodes suivants et des reviews qui iront avec vous plaira. Merci infiniment d'avoir été là en ce jour. Un pouce bleu, un abonnement, une cloche des notifications seraient des plus appréciés. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.